Bon, ça marche. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Marie-Hélène Pépin. Je suis responsable de la documentation scientifique à Météo France. À ce titre, on a une bibliothèque qui comprend d'environ 7 à 8 km de documents. Vous m'entendez ? J'enlève le masque. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je suis Marie-Hélène Pépin. Je suis responsable de la documentation scientifique à Météo France. C'est-à-dire qu'en fait, on gère à peu près 8 km de documents papier qui comportent à la fois des publications, à la fois des archives historiques. Et je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous faire part d'un questionnement qui m'est venu il y a une dizaine d'années. Dans le cadre d'un projet de recherche, on a été sollicité pour numériser le fonds d'archives météorologiques de l'Académie de médecine, et parce qu'il y avait des données très anciennes, des relevés météorologiques. Et quand on a fait l'inventaire de tout ce qu'il y avait à numériser, j'étais stupéfaite de découvrir que le département des Vosges, à lui tout seul, avait fourni 10% des données. Et je me suis dit, non mais c'est bizarre quand même, pourquoi ce département, alors ça ne s'appelait pas département à l'époque, hein, mais pourquoi ce terroir, cette région, s'est tellement intéressée à la météorologie. Et donc, quand Martine Tabot nous a dit que le thème du Festival de géographie de Saint-Dié était climat, je me suis dit, ah bah tiens, ça serait l'occasion pour moi de me plonger plus avant pour répondre à cette question qui m'avait toujours... Je m'étais dit, mais vraiment, pourquoi les Vosges ? Et alors, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais aller beaucoup à l'Académie de médecine, etc., pour bien préparer cet exposé. Bon, le Covid ne l'a pas permis, mais dans les Vosges, vous avez une fédération des sociétés savantes qui a publié un livre de Pascal Joudrier qui s'appelle « Les topographies médicales vosgiennes de 1776 à 1826 » et qui m'a beaucoup aidé pour construire ce que je vais vous présenter maintenant. C'est-à-dire de vous expliquer pourquoi les Vosgiens, au siècle des Lumières, se sont particulièrement intéressés à la météorologie. Alors, on va se replacer dans le contexte du XVIIIe siècle, donc c'est le siècle des Lumières. Tout le monde commence à s'interroger. Alors, on peut passer le PowerPoint ? Comment on fait ? C'est vous qui le faites ? Il faut que je me déplace ? Donc en fait, il y a une ambiance. On s'interroge sur tout, on cherche des réponses, on observe, on veut comprendre. On a l'impression que plus on observe, plus on va comprendre. Et donc il y a un personnage clé qui s'appelle Georges-Louis Leclerc de Buffon. C'est le naturaliste du roi. Il gère le jardin royal des plantes. Et pendant 40 ans, il va publier une histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Donc c'est un énorme travail avec de nombreux, enfin je ne sais plus combien de volumes. Et il s'intéresse au climat. Alors on est vraiment dans la théorie des climats déterministes. Hein. Il dit, alors par exemple, il écrit dans son Histoire de la Terre: dès que l'homme a changé de ciel et qu'il s'est répandu de climat en climat, sa nature a subi des altérations. Les changements sont devenus si grands et si sensibles qu'il y aurait lieu de croire que le nègre, le lapon et le blanc forment des espèces différentes, si d'un côté l'on était assuré qu'il n'y a eu qu'un seul homme de créé, et de l'autre que ce blanc, ce lapon et ce nègre, si dissemblants entre eux, peuvent cependant s'unir et se propager. Donc au-delà des termes utilisés, hein, qui sont des termes du XVIIIe siècle et qu'on n'emploierait plus maintenant, il y a vraiment cette question de l'influence du climat sur l'homme. Mais à cette époque aussi, il y a beaucoup d'échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Et tout le monde s'interroge sur la question. On ne connaissait pas le Gulf Stream, donc ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'il fait si froid en Amérique du Nord ? Et pourquoi est-ce que nous, on bénéficie d'un climat beaucoup plus doux ? Et dans l'époque de la nature, Buffon pose carrément la question de l'influence de l'homme sur le climat. Et il écrit notamment sur les forêts.
Il écrit « Une seule forêt de plus ou de moins, dans un pays, suffit pour en changer la température. Tant que les arbres sont sur pied, ils attirent le froid. Ils diminuent par leur ombrage la chaleur du soleil. Ils produisent des vapeurs humides qui forment des nuages et retombent en pluie, d'autant plus froides qu'elles descendent de plus haut. Et si ces forêts sont abandonnées à la seule nature, ces mêmes arbres, tombés de vétusté, pourrissent froidement sur la terre. » Donc là, clairement, il dit qu'en modifiant et en changeant, en aménageant les forêts, on peut modifier le climat. Donc c'était vraiment, la question du climat était vraiment une question prégnante à cette époque. Alors, c'est dans cette atmosphère un peu très, très scientifique qu'arrive à Paris, on peut passer à la diapo d'après, un médecin qui s'appelle Félix Vic d'Azir, qui, à mon avis, est un peu méconnu, même s'il y a eu une très bonne biographie de lui qui est sortie par Yves Pouliken. Donc c'est un médecin, il est pédagogue. Quand il arrive à Paris, il est pris en charge par Antoine Petit, qui est l'anatomiste du Jardin des Plantes, et qui va vraiment le conseiller dans sa carrière, à tel point qu'il va même essayer de faire en sorte que ce soit Félix Vic d'Azir qui le remplace au Jardin des Plantes. Mais bon, ça ne va pas marcher. Du coup, Félix Vic d'Azir n'est pas très content, il repart un petit peu en Normandie, puis il revient à Paris parce qu'il sent que c'est là que ça se passe. Et il fonde des cours, il donne des cours d'anatomie. Et comme il est très brillant, qu'il sait très bien de quoi il parle, et puis qu'en plus il est très éloquent, ses cours ont beaucoup de succès, tout le monde s'y presse, et notamment une jeune fille qui s'appelle Zoé d'Aubenton, qui est la petite cousine de Louis-Jean-Marie d'Aubenton, qui est l'assistante Buffon au Jardin des Plantes. C'est-à-dire que Buffon, c'était vraiment l'intellectuel, et d'Aubenton, c'est plutôt celui qui observait, qui vérifiait les théories de Buffon. Il y a une très grande complicité entre les deux. Alors Félix Vic d'Azir va épouser Zoé, et puis évidemment, il va profiter des relations de Zoé pour rencontrer tous les gens qui comptent à cette époque, et en particulier Turgot, qui va lui proposer une mission pour voir comment on pourrait traiter une épizootie de peste bovine qui affecte en 75 et 76 tout le sud-ouest de la France. Alors, c'est un vrai succès. Félix Vic d'Azir va tout à fait prendre la chose au sérieux, va faire de nombreuses études, de nombreuses observations. Il va surtout mettre en place une politique qui consiste à convaincre les agriculteurs de l'époque d'abattre les troupeaux contaminés en échange d'une compensation financière. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très nouveau à l'époque, puisqu'avant, on abattait les troupeaux, mais on ne compensait pas. Du coup, il arrive à éradiquer l'épizootie sans que ça fasse trop de vagues. Et donc, tout le monde est très content, et tout le monde le félicite. Comme il est très bien introduit, en particulier auprès de François de Lassonne, qui est le médecin du roi, il lui dit, mais quand même, en France, ce serait bien qu'il y ait une commission qui s'occupe de suivre les épidémies, qui puisse donner des alertes, proposer des traitements, etc. Et François de Lassonne trouve que c'est une très bonne idée, il va la vendre au roi. Et en 1778, la Société royale de médecine est créée. Alors, en fait, c'est une agence nationale de santé avant l'heure. Son objectif, c'est effectivement de proposer des réformes du système de santé qui existent à l'époque, et puis surtout de mettre en place tous les critères possibles pour qu'on sache à tout moment où sont les malades, et comment se développent les épidémies, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et en espérant en recueillir toutes ces informations, pouvoir mieux suivre et mieux éviter, si possible, la propagation des épidémies. Alors, François de Lassonne, c'est le président de la société, c'est le président perpétuel, et Vic d'Azir, lui, il est élu secrétaire perpétuel, ce qui lui donne quand même le droit à un appartement au Louvre et pas mal de compensations financières. Donc la société, elle fonctionne sur un système d'associés. Alors c'est très pluridisciplinaire. Ça c'est intéressant aussi parce que, en fait, il n'y a pas que des médecins. Il y a des médecins les meilleurs médecins normalement, et les meilleurs chirurgiens, puisqu'à l'époque on distingue chirurgie et médecine.
Et puis aussi des économistes comme Necker, des savants étrangers comme Benjamin Franklin. En tout, il y a 160 associés. Alors, on peut passer à la diapo d'après. Et puis, ils vont s'appuyer sur un réseau de médecins, pas n'importe lesquels, ce sera des médecins, ce sera un titre, médecin correspondant, et il faudra que le médecin ait montré qu'il était capable de faire correctement les observations sur la France. Donc l'outil, c'est la topographie médicale, donc c'est un recueil quotidien des évolutions sanitaires et environnementales d'une région. Alors ça s'appuie beaucoup sur un outil qui avait été mis en place par les armées, parce qu'à l'époque, lors des batailles, les soldats mouraient beaucoup des suites de leurs blessures, plus que sur le champ de bataille. Et un des gros problèmes des armées, c'était d'éviter que les infections se propagent, et donc il y avait déjà toute une réflexion au niveau des militaires pour quelles conditions sanitaires, comment installer, quelles mesures d'hygiène prendre pour éviter. Et ils avaient mis au point un instrument pour pouvoir renseigner toutes ces conditions et pouvoir se les partager entre eux. Alors, on peut passer à la diapo d'après. Alors oui, pour en finir avec Vicq d'Azyr quand même, je vais vous dire que sa fin a été un peu triste, puisqu'en fait, il a été couvert d'honneur, et puis il est devenu le médecin de Marie-Antoinette. Et en 1792, enfin, il la voyait tous les jours. Et en fait, c'est lui a eu une part active dans la tentative de fuite du roi hors de France. Et donc, à partir de 1792-93, il a vécu dans la terreur d'être guillotiné. Et il se cachait tout le temps. Et alors, pour lui, il avait la chance d'avoir financé les études d'un révolutionnaire très connu qui était très ami de Fouquier-Tinville et de Robespierre, qui s'appelait Fourcroy. Et donc, il a échappé à la guillotine, mais en fait, il a vécu les dernières années dans une terreur épouvantable, même s'il essayait de se rapprocher de Robespierre, mais bon, triste fin finalement. Donc, pour la météo, Vicq d'Azyr va s'appuyer sur un prêtre qui s'appelle Louis Cotte, qui était vicaire à Montmorency. Allô ? Oui, ça y va, c'est mieux. Donc, sur Louis Cotte, qui était vicaire à Montmorency et qui avait publié en 1772, donc 6 ans avant la création de la Société royale de médecine, un traité de météorologie. Parce qu'à l'époque, on a essayé de monter un premier réseau international de météorologie. Donc, c'était la Société météorologique palatine, et à Mannheim, en Allemagne, qui regroupait des observations météorologiques faites dans le monde entier. Et c'était Louis Cotte s'est tout de suite aperçu qu'on ne pouvait pas faire des observations météorologiques n'importe comment, qu'il fallait que les instruments soient bien qualifiés, qu'on fasse les observations partout dans les mêmes conditions si on voulait bien définir le climat. Et donc, il avait écrit ce traité de météorologie, et donc Vicq d'Azyr va s'appuyer sur lui pour définir les normes sur lesquelles s'appuyer pour faire les relevés météorologiques qui étaient demandés aux médecins correspondants. Alors, lui-même, alors il connaissait Louis Cotte parce que Louis Cotte s'était occupé des os d'Anguien. Il avait fait une analyse des os d'Anguien et il avait conclu que les os d'Anguien étaient très bonnes pour la santé. Donc en 1780, Cotte a publié aussi une topographie médicale de Montmorency. Et puis Louis Cotte, pendant la Révolution, il est prêtre, donc il va prêter serment. Alors il est prêtre, mais il est surtout scientifique en fait. Donc lui, il va prêter serment à plusieurs reprises, chaque fois qu'on lui demandera. Il oubliera une fois, du coup ça lui sera reproché, mais finalement il finira par se marier pour convaincre les révolutionnaires qu'il n'est plus prêtre du tout. Et donc il épousera une femme beaucoup plus jeune que lui, 29 ans de moins, et puis il continuera à faire ses observations météorologiques. Et après la Révolution, il travaillera beaucoup avec Lamarck, qui est le météorologiste du début du 19e, et il travaillera beaucoup sur l'influence de la Lune, sur la météo, et pas mal de choses comme ça. Donc nous, on a pas mal de correspondances de lui à ce moment-là, où il se plaint surtout d'être mal payé. Voilà, donc là, on continue. Donc on revient en Lorraine, à Nancy.
Donc c'est le professeur de médecine Nicolas Jadot, donc c'est lui, donc c'est le grand ponte. Donc il est originaire de Pont-à-Mousson, il s'est installé à Nancy, il est professeur d'anatomie, et en 1776, il envoie un mémoire médicinal sur la Lorraine, qui est en fait un embryon de topographie médicale. Et donc du coup, il se fait remarquer par Vicq d'Azir, et il fait partie des 30 associés rénicoles de la Société royale de médecine. Alors, lui, ce qui va l'intéresser, c'est la réforme des études médicales. À l'époque, on est médecin à 20 ans, et c'est une formation purement théorique. Donc, lui, il estime qu'on est un mauvais médecin si on ne sait pas observer d'abord le malade avant de le soigner. Et donc, il préconise une formation pratique dans les hôpitaux d'au moins 3 ans. Donc, ça rallongerait les études de médecine. Et il va beaucoup travailler là-dessus, mais il va encourager les médecins de la région à participer aux travaux de la Société royale de médecine, notamment Félix Paumin, qui est un médecin qui est né à Pont-à-Mousson, qui a fait sa thèse sous la direction du père de Nicolas Jadelot. On peut passer à la diapo d'après. Donc là, vous le voyez, Félix Paumin. Alors, Félix Paumin, il est déjà sensibilisé à la question parce qu'en fait, il a passé 4 ans à Strasbourg et dans des hôpitaux militaires, et il a rencontré Autsic et Renaudin, qui sont des femmes de topographie militaire. Donc, il est déjà sensibilisé à la question. Et quand il est nommé à Bruyères en 1770, il se dit ça serait bien de faire... alors Bruyères, à l'époque, c'est une petite ville. Hein, je ne sais pas s'il y a des gens de Bruyères d'ici, mais ça fait 1000 habitants à peu près. Donc il fait une description précise des conditions dans lesquelles vivent les gens de Bruyères, comment ils sont sensibles au climat ou pas. Il va présenter cette étude en 1776, ce qui lui vaudra d'être tout de suite, dès que la Société royale de médecine est créée, d'être désigné comme médecin correspondant. Alors, il va ensuite être nommé à Saint-Dié. Pour lui, c'est une grosse promotion, puisque donc, Bruyères, c'était 1000 habitants. Saint-Dié, c'est plus de 6000. Donc, il est très content. Il va publier, donc, celle de Saint-Dié-des-Vosges, elle va avoir le premier prix. Alors, je peux vous lire ce qu'il dit sur Saint-Dié quand même. Alors, je cherche. Alors, à Saint-Dié, c'est une société honnête, nombreuse, des promenades riantes, des belles routes, une vallée agréable. Il consacre 22 pages à la description physique et morale du Vosgien. Alors, il va le dire. Il est vif, il a l'esprit subtil, fin et surtout dans les objets qui l'intéressent. Il est industrieux et inventif. Il sait en général suffire à ses besoins. Donc, en fait, il est très heureux à Saint-Dié. Il fait pas mal de choses. Hein. Il travaille avec le pharmacien électricien, parce qu'à l'époque, on se pose la question si les chocs électriques peuvent résoudre les problèmes d'épilepsie. Donc le pharmacien électricien, c'est Gabriel François Renaud, qui prendra à sa charge de poursuivre les relevés météorologiques qu'avait initié Paumin. Alors à l'époque, c'était les médecins correspondants qui finançaient eux-mêmes leurs instruments. Alors Paumin va beaucoup échanger avec Louis Code pour savoir comment il doit faire ses relevés. Il est extrêmement consciencieux et extrêmement précis. Alors il va quitter Saint-Dié parce qu'il espère un poste plus important à Nancy en 1788. Et là, il est touché par une réforme du système de santé français. En fait, la France est en crise économique et donc divise par 2 le budget de la santé. Donc on lui supprime son poste à Nancy et on l'envoie à Rennes. Alors, il ne se plaît pas du tout à Rennes, parce que c'est un Lorrain, ou un Vosgien même, il aime son terroir. Et il décide d'écrire une topographie médicale de Rennes, mais au bout d'1 an, il en a pu se casser de Rennes, et il revient à Nancy alors qu'il n'a pas de poste.
Et il va donc continuer à écrire des topographies médicales. Alors, il en écrit plein, hein, de Nancy. Il va travailler sur une topographie médicale des montagnes de la Vosges. Alors, celle-là, elle n'a pas été envoyée à la Société royale de médecine, elle est à l'état de brouillon et elle est conservée actuellement à la bibliothèque municipale de Saint-Dié. Alors, en avril 1792, il est mobilisé dans l'armée du Rhin et finalement, il meurt en 1794 en soignant une épidémie. Donc, il est remplacé à Saint-Dié par un médecin qui s'appelle Charles Aubry et qui fera partie, alors qu'il lui sera très inquiété pendant la Révolution puisqu'il fera partie des otages de Saint-Dié, puisqu'en 1793, on va essayer d'éviter que, comme on est près du front, qu'il y ait des tentations de pactiser avec l'ennemi. Du coup, des notables de Saint-Dié vont être pris en otage et emprisonnés. Voilà. Donc ça, Félix Paumas, c'est quand même le top du top en termes de topographie médicale. On peut passer à la diagramme. Alors, là, je vous en ai mis d'autres. Donc, Gabriel Charles Didlot, c'était le prédécesseur de Paumas à Saint-Dié, à Bruyères. Donc, il aime beaucoup sa région de Bruyères. D'ailleurs, après que Paumas soit arrivé, il reste à Bruyères. Et il va écrire énormément de topographie. En fait, on suppose que c'est Paumas qui l'a initié à cet exercice. Et donc, il va en écrire sur les montagnes de la Vosges, le Barrois, la Suisse, Miremont, Mirecourt, Plombières. Enfin, tout ça est à l'Académie de médecine à Paris et tout ça a été numérisé. Et il s'intéresse aussi beaucoup aux eaux thermales. On a un autre qui s'appelle Clément-Joseph Tissot. Donc, lui, ce n'est pas un médecin, c'est un chirurgien. Il devient correspondant de la Société royale de médecine en 1782 et il publie une topographie médicale de Neufchâteau qui s'inspire beaucoup de la topographie médicale de Étienne Guillaume Garnier, qui lui était originaire de Neufchâteau aussi, qui avait fait ses études à Montpellier et qui avait publié une topographie médicale qui avait eu le premier prix. Malheureusement, cette topographie médicale, elle a été perdue, on ne la retrouve pas. Et par contre, on sait qu'elle était très brillante, puisque les parties les plus brillantes de la topographie médicale de Clément-Joseph Tissot sont en fait des reprises de celles de Étienne Guillaume Garnier. Alors, parmi les autres médecins ou chirurgiens qui ont marqué les topographies médicales, on peut passer à la diapo d'après. On a Charles Noël Collin, qui va travailler sur Épinal. On en a deux, là, Jean-François Étienne Grosjean et Jean-François Martinet, qui se détestaient copieusement et qui, en fait, ont ambitionné la même place, qui était celle de médecin des eaux à Plombières. Et donc, ils se faisaient concurrence un peu l'un l'autre. Et le pauvre Étienne Grosjean, en fait, il a été mobilisé. Et du coup, il a été obligé de laisser son poste de médecin de Plombières à Jean-François Martinet, qui lui avait été malade et donc n'avait pas pu continuer dans l'armée. Alors, je termine sur le dernier, qui est Henri Gottfried Oberlin, qui a fait ses études à Strasbourg, une thèse de médecine et en parallèle une thèse de théologie. Et sa thèse de médecine, c'était une topographie médicale du Banc de la Roche. Et alors, elle est particulièrement intéressante, cette topographie, parce que donc, dedans, il y a 11 pages de relevés météorologiques et d'études climatologiques dans lesquelles il conclut sur un changement progressif dans le climat physique du Banc de la Roche, moins d'humidité, plus de chaleur, suite à des défrichements et des abattus qui s'y sont faits et qui s'y font encore. Alors, sur les habitants du Banc de la Roche, il indique l'arsenic des montagnes se fait aussi ressentir sur le physique de l'habitant du Banc de la Roche, dont le tempérament est plutôt athlétique ou musculaire que lymphatique ou sanguin, surtout dans les hommes. L'air de ces lieux élevés exerce également son influence sur le moral des habitants du Banc de la Roche ou de leur caractère qui est jovial et spirituel.
Donc là, je vous ai fait un peu un panorama des topographies médicales les plus brillantes. On peut passer à la diapo. Donc, en fait, en gros, pour les Vosges, sur les 20 ans de la fin du XVIIIe siècle, on a 20 topographies, contre 600 pour toute la France en un siècle. Et on a 8 villes qui sont totalement décrites, conditions de vie, des conditions environnementales des habitants, mortalité, tout ça, maladies qui ont sévi, conditions climatiques, entre 1776 et 1826. Et ces topographies, elles sont le top du top, puisque 9 d'entre elles ont les premiers prix sur 53 prix décernés au total. Donc c'est pour vous dire comment c'est important ce travail qui a été réalisé par ces médecins à cette époque. Alors, la question, en fait, elle est en partie répondue dans ce livre. Il y avait une démarche scientifique à laquelle ces médecins étaient sensibles. Elle était soutenue par le Collège de médecine de Nancy. Il y avait un besoin de reconnaissance. C'était des médecins qui étaient attachés à leur terroir. On verra qu'ils ne font pas carrière à Paris. Leur ambition, ce n'est pas d'aller à Paris, c'était de rester sur la région. Mais ils veulent des postes plus importants. Ils veulent interférer, améliorer la médecine. Et il y a aussi la question des eaux minérales et thermales qui est très importante, puisqu'en fait, on voit que derrière, il y a cette question qui est toujours sous-jacente dans toutes les topographies. Alors, pourquoi est-ce que la météo s'est particulièrement intéressée à ces données? Donc, je vous ai dit, on les a numérisées. Donc, c'est Météo France qui s'est chargé de ça. Et donc, maintenant, si vous voulez aller consulter, il suffit de taper cette adresse. Et vous verrez ces manuscrits qui sont absolument extraordinaires et tous ces relevés météorologiques. Alors, c'était dans le cadre d'un projet qui a été financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, en 2009, et qui visait à déterminer les conditions météorologiques, environnementales et sanitaires qui ont prévalu au XVIIIe et au XIXe siècle, à partir d'archives historiques. Alors, la période de 1750 à 1850 inclut 2 éruptions volcaniques, le Laki en 1783 et le Tambora en 1815, et quelques événements climatiques extrêmes. Donc, on peut passer la diapo d'après. Donc, l'éruption du Laki. Alors, le Laki, en fait, ce n'est pas un volcan, c'est une chaîne de volcans au sud de l'Islande qui ont tous explosé en 1783, avec des conséquences extrêmes sur le climat de l'Europe et un fort impact sociétal, puisque des historiens du climat comme Emmanuel Leroy-Ladurie attribue à l'explosion du Laki des conséquences sur les récoltes et le fait que, et effectivement, quand on regarde les relevés, on voit qu'il a fait extrêmement froid pendant toute la décennie qui a suivi l'éruption du Laki, et même s'il y a eu certains étés qui ont été très chauds. Mais globalement, ça a été très mauvais pour les récoltes et ça a entraîné un fort mécontentement social, puisqu'à l'époque, la plupart des Français se nourrissaient de pain, qui était fait à partir des céréales. Donc, les mauvaises récoltes avaient forcément un impact sur le prix du pain, même si on pouvait en importer des États-Unis ou du Canada. Donc, en fait, voilà, ce Laki, un fort impact sociétal. Et puis le Tambora, vous en avez sûrement entendu parler, parce que c'est le fameux volcan d'Indonésie qui a explosé, qui a fait des ravages terribles en Indonésie, mais qui a eu des conséquences sur toute la planète. Et l'année s'appelle l'année sans été. C'est-à-dire qu'en fait, en France, il a plu tout le temps. Il n'y a pratiquement pas eu de jour sans pluie. Et au niveau du changement climatique, cette question des volcans est omniprésente, puisqu'en fait, on peut passer à la diapo d'après. En fait, quand on a... Alors, ce n'est pas toutes les éruptions volcaniques, mais c'est les éruptions volcaniques de type explosif, c'est-à-dire quand elles projettent suffisamment dans l'atmosphère, suffisamment haut, dans la haute atmosphère, des poussières, des aérosols, elles ont une modification, elles peuvent entraîner une modification du climat sur plusieurs années. Donc, en fait... y compris sur des endroits très éloignés, en fait. Donc, là, je vous ai mis une carte qui vous explique un peu les conséquences des éruptions volcaniques explosives. Et donc, dans le cadre des études sur le réchauffement climatique, on se pose vraiment beaucoup la question de savoir, mais les éruptions volcaniques
peuvent-elles être plus nombreuses et du coup jouer le rôle de modérateur du réchauffement qui est en cours. Et donc on a besoin de savoir, pour les modèles de climat, de pouvoir simuler éventuellement des éruptions volcaniques et voir quelles conséquences elles pourraient avoir sur le réchauffement. Alors cette idée de simuler des éruptions volcaniques, elle n'est pas unique. Il y a des apprentis sorciers du climat, donc on peut passer à la diapo d'après. Donc j'en citerai qu'un, qui imagine que si on envoie dans la haute atmosphère des particules, on va pouvoir faire un écran entre la Terre et le Soleil et atténuer le changement climatique. Alors, ça paraît complètement du soufre. Hein. Donc, l'idée, elle est vraiment très présente. C'est le projet SCOPE. Alors, il y en a plusieurs, mais là, je parle d'un projet vraiment très sérieux qui s'appelle SCOPEX, qui est mené par l'université d'Harvard aux États-Unis et qui est financé par des millionnaires comme milliardaires, Bill Gates, et qui envisage d'envoyer des petits ballons dans la haute atmosphère chargés. Alors, bon, ils ont quand même compris que le soufre, c'était peut-être pas terrible, mais du carbonate de calcium et de pulvériser la haute atmosphère pour essayer de refroidir le climat de la Terre. Donc, pour l'instant, le projet a été arrêté et soumis à validation d'un comité scientifique qui est constitué principalement d'Américains. Et il y a pas mal de lanceurs d'alerte qui se disent, mais quand même, ce n'est pas les Américains qui doivent décider tout seuls de savoir si on va polluer la haute atmosphère en balançant n'importe quoi dedans. Enfin, pas n'importe quoi, du carbonate de calcium. Et en fait, on en est là. Et régulièrement, la question de savoir si on va aller au bout de ce projet se pose. Bon, vous aurez compris que moi, je suis contre. Mais voilà. Donc, pour continuer sur les Vosges, on n'a plus grand-chose après 1826. Alors, ça va revenir avec la création du service météorologique international par Napoléon III, suite à la fameuse tempête de Crimée et la démonstration par Urbain Le Verrier à Napoléon III que s'il avait eu un service météorologique, il aurait pu éviter le désastre de Sébastopol. Et donc, ce service météorologique international va avoir deux objectifs précis. Donc, le premier, le plus important, c'est le système d'avertissement, c'est-à-dire qu'on a des observations météorologiques et on se les envoie par télégraphe pour pouvoir prévenir et suivre les perturbations. Et puis une deuxième qui est la connaissance du climat local. Et pour ça, Le Verrier va mettre en place deux outils, qui est de créer dans chaque école normale d'instituteurs une obligation pour les instituteurs de faire de l'observation météorologique, et puis de créer des commissions départementales. Et donc la commission départementale des Vosges, elle s'est réunie tous les mois. Alors elles ont existé jusqu'en 1900, encore longtemps, jusqu'en 1986, je crois. Et donc, elles se réunissaient tous les mois pour faire un bilan climatique du mois écoulé et publier les données climatologiques. Donc là, je vous ai mis un extrait on passe à la diapo d'après, sur le bulletin du mois d'octobre 1885. Alors, je vous lis quand même, parce que je pense que c'est trop petit pour qu'on voit. Alors, caractère habituel du mois d'octobre dans les Vosges. Souvent, les premières semaines d'octobre sont encore belles. Ensuite, les brouillards, les matinées fraîches, les gelées blanches viennent, toujours trop tôt, annoncer le retour de la mauvaise saison. On sème le blé et le seigle, quand les pluies n'ont pas empêché le labourage. La verdure a fait place à la diversité des nuances qui précèdent la chute des feuilles. Tous les arbres de nos forêts ont atteint leur maturité. On vendange dès les premières gelées et on n'entend plus les oiseaux. Donc c'est très poétique. Et donc tout ça, c'est sur 3 pages. Et ils notent les pressions, les températures, ils font des remarques, la première arrivée de neige, enfin, il y a énormément de choses. Alors ce travail des commissions météorologiques, pas des Vosges, mais de tous les départements, il va être énormément mis en valeur par celui qui va prendre la succession de Urbain Le Verrier à la tête de ce qui sera le successeur du service météorologique international et qu'on appellera le bureau
le bureau central de la météorologique, qui s'appelle Alfred Angot, et qui va beaucoup s'intéresser à la description des climats en s'appuyant énormément sur l'observation de la nature. Alors, il va tellement s'en occuper qu'il va passer complètement à travers d'autres idées, et notamment les idées d'un autre Français qui s'appelle Tesserink de Borg, qui va découvrir qu'en fait, il ne faut pas se contenter d'observer ce qui se passe au sol, mais qu'il faut aller plus loin dans l'atmosphère. Il va complètement perdre de vue l'idée de la prévision météorologique, et donc ça lui sera beaucoup reproché à la fin de la guerre, puisqu'en fait on s'apercevra pendant la guerre qu'en fait on peut prévoir le temps qu'il va faire et que c'est extrêmement important pour les armées. Et du coup il sera démis de ses fonctions dans un contexte absolument rocambolesque, et c'est un militaire qui lui succédera, et ce sera à ce moment-là voilà, l'Office national de la météorologie. Voilà. Alors, pour autant, oui, alors je vais conclure là-dessus. Le lien entre climat et santé reste bien ancré dans l'esprit des médecins. Et je voudrais souligner quand même un ouvrage, le traité de climatologie biologique et médicale de Marius Piry, qui a été publié en 1934, dans lequel il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés au climat et stations du cœur des Vosges, et il distingue les Vosges occidentales et les Vosges orientales. Et c'est assez passionnant en fait à lire, enfin pour moi qui suis météo. Voilà, donc c'est tout. Est-ce que vous avez des questions ? Je suis le baladeur de micro-baladeur à votre disposition. Je peux me permettre une question ? Oui, bien sûr. À votre avis, pourquoi, au siècle des Lumières, il y a eu un tel intérêt pour les Vosges ? Eh bien, c'est plutôt les Vosgiens qui se sont intéressés C'est plutôt les Vosgiens qui se sont intéressés, qui ont été partie prenante dans ce mouvement des Lumières. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été encouragés, en fait. Il y a eu tout un système et ils ont complètement adhéré au système. Ils étaient très curieux, ils étaient très précis, c'est assez extraordinaire. Toutes les qualités des Vosgiens. Ah, c'est ça. Dans l'école de Jules Ferry, on apprenait un climat vosgien. Oui. Alors, apparemment, il était bien établi dans les années 1880. Maintenant, c'est plus du tout, c'est une variante. Mais d'où vient le climat vosgien ? Est-ce que ça vient de ces périodes-là où les topographies médicales des Vosges étaient reconnues, puis après, bien sûr, il y a eu un développement touristique. En tout cas, pour moi, ça a été une découverte, cette description aussi minutieuse du climat vosgien. Il n'y a aucune autre région en France où c'est aussi précis, en fait. Donc, moi, je suis pleine d'admiration. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu des traités comparatifs avec d'autres régions ? Alors, peut-être a posteriori, enfin, je ne sais pas. Non, à ma connaissance, il n'y en a pas eu. Ce type de travaux. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres régions où il y a eu une observation, comme dans les Vosges, même à moindre mesure, mais... Alors, il y a eu des focus sur certaines villes, mais sur un territoire comme celui des Vosges, il n'y en a pas eu. Il y a eu des villes qui ont été extrêmement bien décrites, mais sur un territoire comme celui des Vosges, non. Du coup, c'était l'objet de mon questionnement.
Je vais te tutoyer puisqu'on est collègues. Mais est-ce que tu ne nous as pas, ou je ne crois pas que tu nous aies défini vraiment ce que c'est qu'une topographie médicale. Est-ce que tu pourrais nous dire comment c'était présenté? Est-ce qu'il y avait donc tu as dit quand même qu'il y a une présentation générale et des relevés, si j'ai bien compris, mais est-ce que c'était structuré et comment? Et qu'est-ce qu'on en faisait ensuite? Quel était le but? Quelle était l'utilité de ces topographies médicales? Le but, en fait, Vic Dazir, il voulait avoir une topographie médicale. Il voulait une topographie médicale, non pas d'une région ou d'une ville, il voulait avoir une topographie médicale sur la France, pour avoir en fait une connaissance fine de des conditions environnementales dans lesquelles vivait l'ensemble de la population française, endroit par endroit précisément, et puis pouvoir justement comparer et analyser les conditions dans lesquelles ils vivaient, se développer les maladies, pouvoir prévenir, pouvoir... en fait, c'était vraiment un savoir encyclopédique. Hein. C'était la mode à l'époque, hein, l'encyclopédie. Et c'était très structuré. En fait, les plus belles topographies, donc il y avait quand même un plan défini, et il y avait des relevés, des tableaux à remplir, très précis, et puis des analyses à faire. Et en fait, la plus belle, c'est quand même celle de Félix Paumin sur Saint-Dié. Mais ça, il faudrait qu'en fait, vous alliez sur le site de l'Académie de médecine et que vous les regardiez, parce que c'est beau, quoi. Et ça va beaucoup plus loin. Alors, celle d'Oberlin, elle est intéressante parce qu'elle va beaucoup plus loin que... il parle des conditions économiques, il parle des constructions, des matériaux dans lesquels sont construites les maisons. Enfin, c'est on peut aller très, très loin, en fait. Mais ce qui était très structuré au départ, c'était les tableaux des habitants, mortalité, type de maladie, etc. Et puis, dans un autre tableau, le climat. Ça, c'était les deux choses qui étaient très structurées au départ. Et après, les médecins ont élargi la palette à d'autres disciplines comme les forêts qui environnent, la nature minéralogique du sol, les constructions. Après, chacun a apporté sa pierre. Et donc, il y a eu une synthèse. Pour finir de toutes ces topographies. Non, il n'y a pas eu de synthèse. Il n'y a pas eu de synthèse. D'accord. Non, c'est resté comme ça, parce que après, la Révolution est arrivée, la Société royale de médecine a été dissoute, et donc c'est resté en l'état. D'accord, donc on peut dire que le travail n'a pas été tout à fait jusqu'au bout de la logique. Il n'a même pas été... à part le territoire des Vosges qu'on peut très bien décrire sur cette période, je pense que les autres, c'est beaucoup plus ponctuel. Dans les écrits médicaux, les thèses de 1840, même à 1860, sur le secteur de Saint-Dié ou des Vosges, on trouve beaucoup d'influence de ces topographies, puisque les médecins ou les thésards en fait, les ont lus, et ils reproduisent un petit peu. Alors, le Bonaire apparaît, c'est sur les chaumes, etc. Et dans les vallées qui commencent à s'industrialiser, dans les années 1850, là, ils mentionnent que l'air est plus vicié, plus humide, et donc moins bon, puisqu'il y a beaucoup de maladies. Donc on voit les médecins qui reprennent cette typologie. Mais je voulais vous poser une question sur l'origine. C'est une sorte d'espace juridique, en quelque sorte, et médical, et je pense que Montesquieu est sans doute à l'origine de ces pensées qui font que... Alors là, Montesquieu allait beaucoup plus loin, mais dans une échelle intermédiaire, Montesquieu, un petit peu, c'est le climat, c'est l'environnement qui fait l'homme, en quelque sorte, et ses maladies. Oui, je suis tout à fait d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, merci encore. De rien, merci à vous.